Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Ensemble c'est mieux. En cette période de reconfinement, nous serons amenés à fréquenter davantage notre domicile. Ce matin, on vous propose nos idées et astuces pour que vous connaissiez votre intérieur et nous continuerons à mettre en lumière toutes les belles initiatives solidaires qui voient le jour dans notre région. Mais d'abord, comme d'habitude, on part retrouver Evan. Salut Evan, où est-ce que tu nous emmènes ce matin ? Salut Anne Fantay, bonjour à vous à la maison. Tu parlais justement de belles initiatives solidaires. Et ben, j'en ai une vraiment top pour vous ce matin. Ça s'appelle We Can Do. C'est une start-up qui a créé un concept où en fait chacun et chacune d'entre nous peut passer quelques heures avec des artisans pour apprendre leur savoir-faire. Et on est ici chez Caroline qui est sellière, on va la rencontrer tout à l'heure, mais avant on va te rencontrer toi, Grégoire, salut. Bonjour. Tu es cofondateur de We Can Do. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et les valeurs que vous avez envie de transmettre à travers ce projet ? Bien sûr, d'abord merci pour la visite. Ça ne fait que commencer. Donc We Can Do, c'est un collectif d'artisans qui ouvrent les portes de leurs ateliers et qui proposent des initiations à leur savoir-faire. Donc le concept est très simple, vous allez chez un artisan, vous allez passer quelques heures dans son atelier, vous vous initiez à son savoir-faire, vous mettez vraiment les mains à la pâte et vous fabriquez un objet avec lequel vous repartez à la fin. Alors, vous avez combien d'artisans partenaires en France ? Parce que c'est une start-up française, nationale. Exactement, aujourd'hui on travaille avec environ 800 artisans un petit peu sur tout le territoire. Alors nous, aujourd'hui, on va parler de cuir, mais on peut apprendre à faire des tasses, apprendre à faire de la mozzarella, il y a plein d'activités possibles. On va travailler essentiellement avec les métiers d'art et les métiers de bouche, donc vous avez une centaine de métiers que vous pouvez découvrir. Donc pour donner quelques exemples, vous pouvez aller faire des bijoux, vous pouvez faire des chaussures, du pain, du vin, du cuir comme aujourd'hui, plein de choses comme ça. Bon, et puis c'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas travailler, apprendre tous ces métiers de l'artisanat. On n'en dit pas plus, mais tout à l'heure, vous verrez que We Can Do peut aussi venir chez vous. À tout à l'heure, Grégoire. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller voir Caroline. Salut Caroline. Enchantée. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Vu que tu fais du cuir et que tu fais des selles, j'en déduis que cette selle, c'est toi qui l'as fait ? Oui. Et alors, comment est-ce que tu as eu ce projet de faire du cuir ? C'était un projet de reconversion ? Alors en fait, c'était une vieille envie qui date de l'adolescence. Mais la seule formation qu'il y avait, c'était un CAP. Et j'étais déjà trop avancée dans mes études. Donc j'ai eu une première vie professionnelle. Et puis, à un moment où mon métier manquait de concret, j'ai eu besoin d'aller m'initier moi-même. J'ai fait des stages. On peut dire dans quel domaine tu étais, parce que ça n'a rien à voir avec le cuir. J'étais dans le monde de l'informatique et chez un grand opérateur de télécom français. Et donc, où j'ai passé 20 ans. Et Nous avons visiblement un petit problème technique qu'on essaiera de retrouver tout à l'heure. Evan, avant d'attaquer notre thème du jour, chaque matin, un télétravailleur nous raconte son quotidien. Nous sommes aujourd'hui avec Ronan. Bonjour Ronan. Bonjour. Alors vous travaillez dans l'informatique. Quelle est l'humeur du jour de notre télétravailleur ? Elle est très bonne, il fait beau. On peut profiter un petit peu de sa famille, de ses proches. Malgré un travail un peu au ralenti, mais l'humeur est bonne. Et comment ça se passe pour vous au quotidien ? Comment on garde la motivation quand on est tout seul à travailler devant son poste de travail ? On est rarement tout seul. Les outils aujourd'hui nous permettent de communiquer. On est là comme avec vous, finalement, je suis en visio et je suis en visio avec mes associés, avec mes collègues au quotidien et mes clients. Donc c'est beaucoup de visio. Qui fait qu'on est tous un petit peu au contact et un petit peu ensemble dans une moindre mesure, bien sûr. Est-ce que vous avez mis en place des rituels ? Est-ce que vous prenez vos pauses à des heures précises ? Comment vous rythmez votre journée ? J'ai pas vraiment de rythme. C'est en fonction de aussi dans la maison avec la famille. C'est aussi en fonction des activités professionnelles, typiquement des réunions avec des collègues ou avec des clients, donc c'est complètement désorganisé. Et, finalement, comme du travail classique où on n'a pas une journée type, en tout cas pour moi personnellement, j'ai pas une journée type. Je peux manger à midi comme je peux manger à 14h, ça peut durer 5 minutes comme 1 heure, tout est un peu aléatoire. Et qu'est-ce qui vous manque le plus finalement par rapport à votre environnement classique de travail ? J'ai beau dire tout à l'heure je voyais beaucoup mes collègues en visio. Finalement, c'est le contact avec les gens, de voir les gens physiquement. C'est quand même un vrai plus et un vrai manque aujourd'hui dans cette situation un petit peu isolée à la maison. Donc pour vous, le télétravail, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, c'est ça ?
Ouais, le plus. Ouais, faut que ça soit. Bah, j'aime bien, mais l'idéal, c'est vraiment 2 jours par semaine. Au-delà, je trouve ça un peu long et un peu triste finalement, parce qu'on peut moins faire de blagues, on peut faire moins d'humour, ouais, on a moins de contact avec ses collègues. Et il y en a qui sont contents. J'imagine que vos enfants sont contents de vous voir davantage. Bon, ma petite fille, elle a que 4 mois. Je suis pas sûr qu'elle se rende compte, mais on va dire que oui, à ses petits sourires quand je descends la voir. Merci beaucoup, Ronan. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Et je vous le disais au début de l'émission, vous êtes ce matin à être en harmonie avec votre intérieur, que vous soyez en maison ou en appartement. Lors du premier confinement, vous avez été très nombreux à réaménager votre intérieur. Voyez ces explications. Et si on refaisait tout le salon? Oh oui, on met un poêle, le feu de cheminée, j'adore. Crise sanitaire anxiogène, arrivée de l'hiver, température plus fraîche et grisaille dans le ciel. Pour affronter la sinistrose de la période, faire de son intérieur un nid douillet pour coucouner s'affirme comme une valeur refuge, capable de nous rassurer et de nous réconforter. La preuve, plus d'un Français sur 2 souhaite s'investir et investir pour rendre son logement plus agréable. Les professionnels du secteur l'ont bien compris et transposent ce besoin de réconfort dans les tendances automne-hiver de la déco, à grand renfort de velours, de laine bouclée et de matières naturelles pour donner à nos intérieurs des allures de refuge. Les Français sont aussi de plus en plus nombreux à adopter le chauffage au bois. On estime à 9 millions le nombre de ménages qui ont opté pour insert, poêle et autres cheminées. Car le bois est l'énergie la moins chère du marché, sans compter le côté réconfortant de la flambée. On se rajoute un bon plaid, des petits coussins moelleux, des couleurs chaudes et c'est parti pour le cocooning. Et pour en parler ce matin, Aurélie Vérité, vous êtes consultante en aménagement intérieur et fondatrice d'Oser mon intérieur. Dimitri Decruz, vous êtes à distance avec nous. Vous avez fondé la société Mon Coach Brico. Fanny Servant et Nadine Engelbert, nous vous entendrons tout à l'heure sur votre projet Maïna voit la vie en rose. Bonjour à toutes et à tous. Alors pendant le premier confinement, Aurélie, beaucoup ont profité pour repenser leurs espaces intérieurs. C'est quelque chose que vous avez constaté dans votre activité ? Oui, tout à fait. Beaucoup ont dû trouver un espace pour mettre le bureau déjà, s'organiser, vu qu'on a fait beaucoup de télétravail. Donc, et qu'on en fait encore. Et qu'on en fait encore, donc on améliore encore plus son bureau. Tout à fait. Et puis les gens ont aussi profité pour ranger leur intérieur, en fait. Ça commence par là, quand on a envie de changement et d'être mieux chez soi, et bien vu qu'on est chez soi, on en profite et beaucoup ont fait les cartons, ont fait le tri, ont attendu que ce soit possible aussi d'aller redonner ce qu'ils voulaient donner. Et puis on réfléchit à comment réaménager, redistribuer les espaces, faire un coup de peinture, ce genre de choses. Et votre activité a bien repris depuis le déconfinement aussi ? Oui, tout à fait. On a beaucoup de personnes qui nous appellent pour projet justement de réinvestir leur intérieur. Je pense que ils sont un peu moins partis en vacances ou partis un peu moins loin et du coup ils réinvestissent leur intérieur avec la crainte aussi d'un deuxième confinement assez dur. On a envie d'être bien chez soi, d'avoir de l'espace, un espace pour tout le monde dans la famille. C'est aussi ça l'enjeu. Donc oui, les gens privilégient leur intérieur aujourd'hui. Fanny Servant, ça a été le moment pour vous de réinvestir votre intérieur, cette crise sanitaire et le confinement que l'on a vécu ? J'aurais bien aimé passer pas mal de temps à faire ça. Malheureusement, moi j'ai 4 enfants, donc entre l'activité professionnelle et du coup le fait de faire l'école à la maison, mais j'ai pas forcément réinvesti comme ça. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement l'organisation de la famille, ça a nécessité quelques organisations, parce qu'avoir 2 personnes en télétravail et en vidéoconférence en même temps, c'est pas toujours simple. Donc effectivement, on a forcément dû s'organiser différemment. Donc je comprends que les gens aujourd'hui soient à la recherche anticipent et se disent voilà, si on doit se reconfiner, il faut qu'on ait un espace plus grand. Nadine Engelbert, c'est important de coucouner un peu son intérieur, d'être à l'aise, d'être confortable chez soi quand on vit des périodes un peu difficiles comme maintenant. Effectivement, j'ai commencé par faire un peu le tri dans mes affaires et puis donc effectivement sélectionner tout ce que je pouvais donner et jeter. Et aussi, on était plus nombreux à la maison, donc les espaces, on s'est un peu réorganisé des espaces. On a fait un peu de modifications. Pour que chacun puisse vivre ensemble. Alors, Dimitri Decruz, vous avez cofondé l'agence Mon Coach Brico. C'est quoi le concept ? Racontez-nous. Bonjour à tous. Donc, le concept, c'est très simple. Nous avons des artisans dans toute la France. Et en fait, ils vont au domicile de nos clients pour leur permettre de réaliser eux-mêmes leurs travaux grâce à des cours de bricolage ou de jardinage. Donc, plutôt que de faire seul, on fait ensemble avec un professionnel
qui va nous guider à chaque étape de notre projet. Pareil, le bricolage a été une des activités favorites pendant le confinement. Est-ce que ça a boosté votre activité? Est-ce que vous vous êtes adapté à ce contexte sanitaire? Alors, pendant le confinement, les gens ont eu envie de bricoler, mais il y a eu différentes phases. Il y a eu la phase 1 où les magasins de bricolage étaient fermés. Puis la phase 2 où ils ont réouvert. Pour nous, moi personnellement, j'avais fait le choix dans tous les cas de garder nos coachs à la maison et bien sûr de respecter le confinement. Donc on n'a pas fait de cours à domicile pendant la phase 1 du confinement et on s'est adapté en proposant justement des cours et de l'assistance en visio ainsi que des lives Facebook. D'accord. Et c'est quelque chose qui marche encore aujourd'hui? Vous avez beaucoup de demandes maintenant? Aujourd'hui, force est de constater, on maintient ces offres-là à distance pour permettre à toutes les personnes qui ont un projet mais qui ne savent pas comment le mettre en œuvre par elles-mêmes, d'être assistées à distance par un pro et en respectant ainsi tous les gestes et les consignes sanitaires. Alors pour redonner un nouveau souffle à notre intérieur, ça passe aussi par les accessoires, la décoration. Quels conseils vous pouvez nous donner, Aurélie? Alors, en cette période, c'est un peu compliqué de pouvoir tout réaménager soi-même. Donc, en effet, il faut miser sur les accessoires. Typiquement, ce qui va être très important, on arrive dans une période hivernale, il y a moins de lumière. Donc, déjà, miser sur la lumière dans son intérieur. Rajouter, pourquoi pas, des petites lumières d'appoint. Des petites guirlandes. On arrive avec les fêtes de Noël à avoir des petites guirlandes, des petites bougies LED par exemple, c'est pas dangereux. Travailler sur la lumière, c'est important pour se sentir bien chez soi. Parce que ce sera la grande différence par rapport à cet été. Oui, et puis c'est réconfortant en fait. Et puis on peut ajuster la lumière en fonction du moment dans la journée, avoir des lumières plus ou moins douces. Mais ça c'est un premier point pour se sentir bien chez soi, la lumière. Ensuite, on peut travailler sur les accessoires et les matières, tout ce qui va être coussins, rideaux, plaids. On a besoin, pour avoir un espace un peu cocooning, de ramener des plaids, typiquement, des choses qui vont être assez chaleureuses. Et c'est des accessoires qu'on va pouvoir renouveler ou bouger au fil des saisons. Et ça va redonner un nouveau souffle à son intérieur. Et ça, je pense que ça fait du bien. Et c'est nécessaire en cette période. Et pour trouver l'inspiration, est-ce que vous avez des sites ou des revues à nous conseiller? Alors le site que beaucoup utilisent, c'est Pinterest, où on trouve des inspirations. Mais je crois qu'on peut aussi s'inspirer des petites boutiques déco qui sont à côté de chez nous et en ce moment fermées. Pourquoi pas aller voir leur page Facebook, Instagram ou leur site internet pour voir ce qu'ils mettent en avant. Ils ont souvent de belles idées. Ok. Vous le disiez tout à l'heure, Dimitri Decrouz, avec le confinement, vous avez tablé sur des cours en visio. Quelles sont les demandes en général? On peut vous appeler pourquoi, par exemple? Par exemple, les dernières demandes que nous avions reçues, c'est des personnes qui souhaitent peindre leur intérieur et du coup qui vont nous contacter avant pour avoir les bonnes astuces de peintre pour ensuite gagner du temps. Donc par exemple, avant d'appliquer de la peinture, peut-être appliquer un enduit. Si le mur est sain, il faut lessiver, il faut poncer en avant. Et nos coachs sont là pour donner tous les bons conseils pour faire en sorte qu'on gagne du temps en fait sur la mise en œuvre et la mise en pratique. Et quel est votre principal conseil quand on se lance dans le bricolage? Le principal conseil, c'est de prendre son temps. Pourquoi? Parce que quand on prend son temps, on travaille mieux. Donc le principal conseil, il est à ce niveau-là, prendre son temps, rechercher à prendre bien sûr du plaisir quand on le fait, pour derrière progresser et être fier à la fin de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait et j'ai réussi mon projet. Ok, je vous propose maintenant de regarder ce reportage. Sébastien s'est découvert une vocation dans le bricolage. Le confinement a accéléré sa décision. Désormais, ce Brestois rénove de vieux meubles. Rencontre signée Yvan Froberg et Christian Paulet. Il y a quelques mois, Stéphane Martin était encore salarié comme ouvrier dans l'industrie alimentaire. Alors c'est un meuble que j'ai acheté à des particuliers qui souhaitaient s'en débarrasser. Le but était de lui donner une seconde vie, une nouvelle jeunesse, avec une nouvelle identité et un nouvel ADN. C'est au printemps dernier, en plein confinement, période propice à la réflexion et à la recherche de sens, que germe une envie d'autre chose. Pendant la période de confinement, j'ai eu envie de créer un nouveau projet, de me mettre à mon compte et de
donner un nouvel élan à ma vie professionnelle en participant au développement durable et à l'économie circulaire. Éviter le gaspillage en chinant de vieux meubles pour les rénover, leur redonner un style et les mettre en vente. Le principe, c'est d'arrêter de jeter à la déchetterie en permanence du bois qui peut être réemployé pour construire des nouveaux meubles. Pour monter sa micro-entreprise, Stéphane s'est fait accompagner notamment par la Chambre des métiers, la boutique de gestion des entreprises et Initiative Pays de Brest. 12 000 € d'emprunt pour l'acquisition d'un véhicule, quelques semaines de travail pour réaliser ses premières pièces et l'entrepreneur se lance, super positif. Ah, je suis très heureux. Je suis très heureux, je me réveille tous les matins, je suis très heureux, je sais que je vais devoir me battre comme toute entreprise. Et puis, dans le pire des cas, j'y ai pensé. Le but qui t'entraîne à rien si on ne fait pas. Et puis même, moi j'ai des copains qui ont monté des boîtes, ils n'ont pas réussi. C'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir essayé au moins. La mise en vente de ces créations débute dès dimanche prochain sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Me sauter? Bonne chance. Bonne chance. On vous souhaite en tout cas bonne chance Sébastien. Aurélie, retaper des anciens meubles, c'est aussi très à la mode aujourd'hui. Oui, tout à fait. On l'intègre de plus en plus dans les projets d'aménagement. On amène du moderne et puis on garde des meubles parce qu'on y tient. Il y a un côté très affectif. Et puis, il y a aussi un côté bricot où les gens ont envie de le faire par eux-mêmes. Et donc, on peut être coaché, où il y a des ateliers qui existent. On peut y aller avec son meuble et puis venir le retaper, le repeindre, rajouter un papier peint. Ouais. Dimitri Decrouz, ce sont aussi des demandes, retaper des anciens meubles dans les demandes de coach Brico? Oui, tout à fait. On reçoit ce type de demande. Après, nous, on fait des cours à domicile. Et je pense que voilà, si demain vous voulez retaper des meubles, c'est bien de trouver des ateliers autour de chez vous où vous pourrez aller le faire. Au moins, vous aurez plus de place pour, voilà, ça fait quand même un peu de poussière et ces choses-là. Vous pourrez également tester des peintures pour faire le meuble que vous souhaitez. Donc, c'est un peu plus adapté sur des lieux qui reçoivent ce type de public. Dimitri, il y a Nadine qui a une petite question pour vous. Oui, je voulais savoir si les femmes se mettaient davantage au bricolage pendant la période de confinement ou bien c'était plutôt les hommes qui venaient vous voir. Alors, nous, chez Mon Coach Brico, c'est plus les femmes en général. Alors, au lancement de l'entreprise a 6 ans. Il y a 6 ans, c'était très vrai. On avait beaucoup plus de demandes de femmes que d'hommes. Pour la simple raison, c'est comme dans tous les métiers de coaching, nous les hommes, on a un peu de mal avec faire appel à un coach. Et je pense que c'est dans tous les domaines. Donc bien sûr le bricolage encore plus parce que voilà, on touche à la corde sensible. Mais non, les femmes font appel à nous autant que les hommes et de plus en plus de jeunes couples. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Dimitri ? On peut nous souhaiter l'intégration de plus en plus de coachs et d'accompagner toujours plus de clients sur la réalisation de leurs projets par eux-mêmes. Alors Nadine, ça vous donne envie de faire du bricolage ? Tout à fait. Est-ce que quelle est votre pratique du bricolage ? Vous en faites un petit peu, pas beaucoup ? Non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Non. Est-ce que Aurélie, on peut imaginer aussi des associations, vous, dans votre travail, avec Ah oui, tout à fait. Quand nous, on a des clients, ils réaménagent leur intérieur. Par exemple, ils vont se charger de tout ce qui est démolition, sans trop esquinter les murs, idéalement. Ouais. Et puis, laisser une partie aux artisans, parce que y a des choses où c'est assez technique, même pour faire de la peinture. Donc, je pense qu'il faut réussir à doser dans un projet ce qu'on peut faire soi-même et puis ce qu'on peut confier aux professionnels. Merci beaucoup Aurélie. Merci Dimitri Decrouz d'avoir été avec nous. Et comme il est de coutume dans notre émission, coup de projecteur sur les coulisses d'un métier. C'est un métier en lien avec l'habitat. Voyez le portrait d'un poseur de véranda. Pour moi, tu es à fond. On va lui enlever, il va falloir entailler de 5 mm partout. Je suis monsieur Fargoussi Idar. Mon métier consiste à concevoir, fabriquer et installer de la menuiserie aluminium sur mesure. Nous sommes chez une cliente qui souhaitait un agrandissement ouvert et en même temps, elle veut pouvoir fermer. Comprendre le réel besoin du client afin d'y répondre au plus près. Ça fait partie de mon travail. De plus en plus, le client, il veut avoir un seul interlocuteur. Et puis nous, on se charge effectivement de faire appel à des sous-traitants, des corps de métier que nous ne maîtrisons pas pour fournir la véranda, donc clé en main, donc
au client. Ok. C'est un métier passionnant dans la mesure où il faut savoir tout faire, il faut être polyvalent. Mokhtar, je peux te demander les lunettes s'il te plaît? Il ne faut pas avoir peur d'enfiler son bleu de travail, il ne faut pas avoir peur d'affronter des machines. Il ne faut pas avoir peur de monter sur des toitures. Il faut vraiment être très complet. À l'âge de 38-39 ans, je me suis dit quand même, il me manque quelques cordes à mon arc, quoi. Et puis je suis rentré à nouveau à l'AFPA via un congé CIF. C'est un congé individuel de formation pour être dessinateur en ouvrage de métallerie. Ça me permet de faire donc, dans un premier temps les plans de mise en situation sur la maison donc, de notre client. Ma journée est très diverse. Une véranda, c'est un rêve. Parfois, je ne veux pas dire d'une vie, mais ouais, d'une partie de sa vie. Apporter ça au client, à dire, bon bah voilà, ce dont vous m'avez parlé, je vous l'apporte, ouais, c'est gratifiant. C'est stressant en même temps, parce que dire, est-ce que les clients, est-ce que ça correspond vraiment? C'est stressant, mais c'est motivant. Voilà pour ce portrait. On continue à parler artisanat. On a enfin retrouvé la liaison avec Evan. Salut Evan, tu étais à Saint-Médard-sur-Île et on parle artisanat avec toi ce matin. Exactement, je sens que vous êtes resté un petit peu sur votre faim, puisque Caroline, on n'a pas vraiment tout à l'heure pu entendre quel était ton métier. Alors on s'en doute, on est face à une selle, mais je te laisse nous expliquer bien mieux que moi. Oui, à l'origine, donc j'ai fait ma première vie chez un opérateur de télécom dans la branche informatique. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et l'envie de travailler le cuir est revenue parce que ça manquait de concret dans mon quotidien. Et à force de faire des stages, j'ai décidé de retourner passer un CAP juste avant mes 40 ans. Et puis, alors le CAP, c'est une formation qui dure 1 an dans ce cas précis. Oui. Que j'ai fait en alternance. Et à l'issue de ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet opérateur de télécom a effectué une grosse vague de licenciements dont j'ai fait partie. Et donc, ça a été le tremplin pour vraiment créer la sellerie, développer selle, bagages, et puis les stages aussi. Voilà. Les stages dont on va parler, puisqu'on est quand même là pour parler de Weekendoo qui propose des ateliers avec des artisans. Mais tu es aussi une grande passionnée de cheval. À la base, forcément. C'est comme ça que je suis arrivée à la selle et au travail du cuir. C'est de là que tout est parti. Mais je ne me voyais pas travailler toute seule dans mon coin. Je voulais aussi absolument avoir un espace ouvert et puis permettre à n'importe qui, finalement, de venir s'immerger et de passer un moment de convivialité et d'avoir finalement le même plaisir à prendre les outils que celui que j'ai eu moi quand j'ai commencé. Alors justement, on va découvrir un petit aperçu de comment se passe un atelier Weekendoo avec toi, Caroline, en sellerie. Profitez-en, ça c'est gratuit, c'est une petite initiation pour vous donner l'eau à la bouche. Ce qui est super avec Weekendoo, c'est que quand on fait un atelier, on repart toujours avec quelque chose. Et en l'occurrence, avec toi, on va repartir avec une ceinture. Avec une ceinture, voilà. L'objectif, je dirais, c'est d'arriver. Donc, première chose qu'on va faire, on va sortir les cuirs. Chacun va pouvoir choisir celui qui lui plaît, celui qui lui parle. Ensuite, on va choisir la boucle qu'on va monter. C'est complètement personnalisable. C'est complètement personnalisable parce que chacun va faire en fonction de ses envies, de la largeur qu'il veut, de la couleur qu'il veut. Combien de temps dure l'atelier? Alors l'atelier dure 4 heures. On n'imagine pas, mais en fait, c'est une succession d'étapes qui demandent de la patience, de la minutie. Il faut apprivoiser les outils et les gestes. Donc, un ceinturon made by soi-même, il faut compter 4 heures. C'est trop bien. Et c'est vraiment une envie que tu as eue de transmettre ce savoir-faire, parce qu'il faut quand même être pédagogue. Je pense que tu me rends en atelier, à un moment, tu perdrais patience. Je suis nulle avec mes mains. Non, pas pour moi. J'ai toujours eu à cœur de partager, en fait, ce qui me plaisait. Et dans le cuir, ça coulait de source. C'était vraiment pouvoir expliquer et même donner rapidement la bonne tenue de l'outil ou pouvoir expliquer la façon dont je le tiens, dont je l'utilise pour donner un maximum de chance aux stagiaires de trouver tout de suite finalement le bon geste. Et ça, à partir de moi, l'expérience que je me suis faite.
Bon, on va continuer à suivre notre fabrication de ceintures, mais je te laisse faire, du coup, ce sera mieux fait. Et puis, je vous propose de retrouver Grégoire, qui est le cofondateur de Weekend Do. Dans la région, autour de Rennes, il y a plus d'une vingtaine d'activités. Oui. En cette période de confinement, comment vous avez réussi à trouver une technique pour que chez soi, on puisse aussi apprendre ce savoir-faire artisanal. Comment vous faites? Oui, c'était très important. On a vu pendant le premier confinement que les gens avaient pris beaucoup de plaisir à travailler de leurs mains chez eux, à améliorer leur décoration d'intérieur. Donc on a voulu les accompagner dans cette démarche en proposant 2 choses. La première, c'est des ateliers en ligne, donc vous pouvez suivre depuis chez vous, en direct. Et on fait quoi, avec par un exemple, artisan. depuis chez nous? On ne peut pas faire une ceinture? Non, mais vous allez faire des ateliers de cuisine, par exemple, vous allez faire des savons, vous allez faire de la cosmétique, comme ça. Il y a plein de formats qu'on peut faire depuis chez soi. Et on fait aussi des lives sur Instagram avec le hashtag WeekendDo chez vous, on a appelé ça comme ça, et pendant lesquels vous allez avoir des démonstrations ou des sessions de questions-réponses avec les artisans, parce qu'il y a plein de gens comme Caroline qui se posent la question éventuellement de la reconversion, et du coup cette opportunité d'interagir directement avec un professionnel est très appréciée par le public. C'est super, c'est un premier test pour voir si on a vraiment envie de faire ce métier, quoi. Exactement, oui. Bon super, alors j'ai une petite question pour vous à la maison. À votre avis, Caroline, dans son atelier, elle adore mettre des petites devinettes partout, notamment celle-ci. Que faire avec un mini-mort? Vous savez, le mort, c'est ce qu'on met aux chevaux quand on part en rando. Mais un mini, à quoi ça sert? Anne Fanté, est-ce que tu as une idée? Non, pas du tout. Quelqu'un sur le plateau? Non, on fait chou blanc. Bon, creusez-vous un peu les méninges et je vous donne la réponse tout à l'heure. Bon, on va patienter dans ce cas. À tout à l'heure, Evan. On passe maintenant à notre volet solidarité. C'est une activité bénévole assez peu connue. Connaissiez-vous les patients experts? On vous explique tout cela en images. Je commence à en connaître un rayon sur mon cancer. Tu pourrais devenir patient expert. Vous souffrez d'une maladie chronique et vous souhaitez partager la connaissance approfondie que vous avez acquise de cette maladie? Alors devenez patient expert. Grâce à des formations dispensées par des associations de patients ou en université, vous pourrez aller plus loin dans l'analyse de votre expérience, formaliser vos apprentissages et en faire bénéficier la collectivité. Laurence Cotet, qui a souffert d'alcoolisme, est devenue patiente experte en addictologie. Je suis devenue patient experte car j'ai ressenti le besoin de mieux comprendre la maladie et de transmettre mon expérience à d'autres personnes qui souffraient de cette maladie. Aussi, je me suis formée, j'ai donc passé des diplômes universitaires, j'ai fait beaucoup de stages. Et aujourd'hui, je suis patiente experte à la clinique d'addictologie. Je suis donc à la croisée des chemins entre les patients qui reçoivent ma parole d'une ancienne malade, et je donne donc de l'espoir, et les soignants. C'est donc une expérience formidable car c'est thérapeutique et ça permet surtout de retrouver une place dans la société. Devenir patient expert, votre connaissance de la maladie est précieuse, faites-en aussi profiter les autres. Voilà, maintenant vous savez tout. On va parler à présent d'une belle initiative. Maïna voit la vie en rose. C'est l'histoire d'une rencontre, la vôtre, Nadine et Fanny. Comment vos chemins se sont-ils rencontrés? En fait, quand j'ai lancé la marque, j'ai lancé une marque donc, de Made in France. Et quand j'ai lancé la marque, à l'été 2019, j'ai fait un petit pop-up store et Nadine est venue me visiter. Et on a eu une longue conversation, je pense, qui nous a marqué toutes les deux. Et j'étais vraiment frappée par l'énergie, la détermination et le courage de Nadine, qui m'a raconté son histoire et celle de la vie en rose. Et qu'est-ce qui vous a touché dans l'histoire de Nadine? En fait, l'histoire de Nadine, c'est que donc, en 2009, donc, un cancer se déclare, un cancer du sein se déclare. Et donc, forcément, elle rentre dans une phase de traitement et elle rencontre un médecin qui est déterminant, qui lui dit qu'il faut absolument intégrer le sport dans le parcours curatif. Donc, c'est ce qu'elle fait. Et donc, ce cheminement est assez long. Et quand elle arrive en phase de... Alors, je ne sais pas si on peut parler de rémission ou de rétablissement. Mais voilà. Ouais. Elle est entourée de ses amis. Elle se lance un défi qui est assez extraordinaire, de faire un défi sportif, d'aller faire un raid en Islande. Donc, pour aller jusqu'au bout de soi-même. Et quand j'imagine, en tout cas, quand on a eu un cancer du sein et qu'on se met ce défi-là, je me suis fait waouh. Donc, voilà. Et Nadine, on sait que ce n'est pas toujours facile de parler de sa maladie, mais en tout cas, vous avez fondé l'association La Vie en Rose. Donc, ce que vient de dire Fanny, vous organisez, vous participez en tout cas à des raids à l'île d'Oléron, en Islande, des balades en vélo. Comment finalement le sport est devenu le ciment de votre association ? Donc, effectivement, tout a commencé à partir de la maladie. Donc, docteur Hélène Simon, qui est oncologue, me disait que c'était
essentiel donc d'en faire. Pour des raisons psychologiques et physiques. Donc j'ai eu du mal à accepter, parce que j'étais fatiguée à ce moment-là, de faire du sport. Et j'ai trouvé donc une personne qui m'a aidée. C'est un coach qui m'a proposé donc une activité physique adaptée. Et j'ai trouvé que c'était pas mal de se remettre au sport. J'ai commencé à aller beaucoup mieux, très rapidement. Et puis donc mes amis, voilà, comme disait Fanny, donc on s'est inscrits tous les 4 à un raid en Islande. Et comme c'était un raid sportif assez difficile, donc il y avait obligation de s'entraîner et ne pas lâcher. Parce que comme on avait commencé à travailler sur le projet donc qu'on soutient, donc c'est-à-dire que les enfants qui sont hospitalisés en oncopédiatrie, à qui on essaie de collecter des fonds pour leur permettre d'avoir un coach qui fait l'activité physique adaptée, et ben on ne pouvait pas, on pouvait pas abandonner ce projet parce qu'on s'était engagé pour eux. Donc voilà. C'est notamment grâce à un petit garçon que vous est venue l'idée. Voilà, donc on rend hommage à Valentin aujourd'hui. Tout à fait. Donc on a rencontré, on cherchait un projet autour du sport et la santé. Donc Valentin, justement, que vous voyez, qui quand il est rentré en oncopédiatrie au CHRU de Brest, et ben, il se disait pourquoi le sport s'arrête quand j'arrive à l'hôpital. Et donc le personnel soignant, les familles et les donateurs donc, ont essayé de trouver des fonds pour permettre de trouver un coach justement qui pouvait donc l'aider. Et faute de moyens, le projet s'est arrêté. Et donc on a eu envie de reprendre ce projet et on arrive à avoir 2 ans de financement de cours de coach adaptés. Mais maintenant, c'est pas encore terminé. Il faut quand même pérenniser ce projet-là. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de... Justement, vous avez lancé une campagne participative. Vous avez décidé d'unir vos forces avec Fanny. Oui, tout à fait, parce que l'histoire de la vie en rose, forcément, elle touche à double titre. La première, c'est l'idée de se dépasser par le sport, qui, moi, un thème qui, à la base, m'est cher. Et puis, je suis maman de 4 enfants, donc quand forcément, on parle de cette cause, qui est d'améliorer la vie des enfants qui sont hospitalisés en oncopédiatrie, on ne peut pas rester insensible. Et donc, avec Nadine, en fait, elles ont fait appel à moi lors de leur raid pour que je participe, en fait, que je les aide. Et sur le dernier raid, c'était le raid qui était à Oléron. Et il s'est trouvé que le timing, c'est que c'était le mois d'octobre. Et je me suis dit, mois d'octobre, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait faire pour aller plus loin, pour aider l'association? Et quand je pense octobre, je pense octobre rose. Et donc là, l'idée vient de se dire, pourquoi on ne lancerait pas une campagne de financement participatif où les gens peuvent donner à l'association ou acheter l'événement de la marque pour que moi je puisse reverser derrière un pourcentage du chiffre d'affaires à l'association et du coup contribuer à ce dont parlait Nadine, c'est-à-dire pérenniser l'activité de sport adapté pour les enfants à l'hôpital. Et comment se porte aujourd'hui votre campagne de financement alors ? Aujourd'hui, on avance plutôt bien. En fait, aujourd'hui, on a dépassé les 40%, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il y a encore un gros chemin à parcourir, mais vous le verrez si vous allez, et je vous invite tous et toutes à aller sur le site de la campagne. La vie en rose, vraiment, il y a comme un halo autour de la vie en rose, que ce soit au niveau local, mais au niveau aussi national, puisqu'elle est soutenue par beaucoup de personnalités, telles Armelle Lecléache, Valérie Trierweiler, encore Jean-Luc Chrétien récemment. Donc c'est... Voilà, tous les gens qu'on rencontre sur le raid, qui, quand on raconte notre histoire, donc ils trouvent ça fantastique, donc ils nous soutiennent et puis voilà. C'est important de créer des dynamiques un peu partout, que ce soit en Bretagne ou même auprès des personnalités. Voilà, et puis donc on a rencontré lors du raid à Oléron, donc une fille de Toulouse qui justement a envie de soutenir notre projet de Toulouse. Donc elle fait de l'animation sur les réseaux sociaux. Donc, on lance un appel à ceux qui nous regardent, si vous voulez contribuer. Il y a plusieurs moyens de contribuer. Il y a parler de nous, parler de la vie en rose, parler de la campagne, contribuer si vous voulez. Dans la campagne, il y a plusieurs moyens en fait, de contribuer. Soit vous faites un don en nature, soit vous pouvez acheter un petit sac aux couleurs de la vie en rose. Si vous voulez, vous pouvez vous faire plaisir. Pareil avec les vêtements qu'on porte, mais il y a vraiment plusieurs moyens d'être solidaire dans cette action-là. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous cette belle action. Et petite question traditionnelle dans notre volet solidarité, pour ceux qui hésitent aujourd'hui à s'engager pour une cause, pour une association, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'aujourd'hui, ils puissent donner un peu de temps, faire des dons, par exemple? Faites-le, ça fait du bien. Quelle que soit la manière dont vous le faites, donnez de votre temps, de votre compétence, de votre énergie, vos sous, si vous pouvez, faites-le. C'est le sentiment de se sentir aussi utile. C'est presque égoïste aussi, finalement, en étant solidaire, mais c'est un sentiment qui est hyper agréable. Nadine, un dernier mot? Voilà, je pense que c'est effectivement donner de son temps, c'est ce qui est peu de précieux, c'est ce qui n'a pas de prix d'ailleurs. Donc voilà, et puis moi j'ai découvert le monde associatif
à l'issue de l'arrêt de mon travail. Et je pense que voilà, j'étais une femme active et d'avoir pratiqué du sport, donc c'est l'activité physique adaptée, mais je me suis ressentie active. Et là, maintenant, dans l'association, je me réalise et je suis restez super actifs, contente. restez mobilisés et puis on s'aide les uns les autres. Merci à toutes les deux d'être venues présenter votre projet. On continue à prendre de bonnes ondes. À vous qui êtes confinés depuis chez vous, on vous propose un bol d'air sur les trésors de notre région. Il fait partie des plus beaux villages de France. Quelques 900 âmes y vivent. C'est le village de Saint-Sulliac. Visite guidée de cette petite cité de caractère avec Colombine Denis et Christophe Rousseau. Comme une presqu'île sur la rive droite de la Rance. Saint-Sulliac est niché au bord de l'estuaire. Quand il fait visiter son village, Jean-Pierre Briand commence toujours par son église. Sur ses vitraux du début XXe, un résumé de l'histoire locale. Sulliac est arrivé au VIe siècle, c'était un moine gallois, il y en a eu beaucoup comme lui à venir en Bretagne, et il est accueilli par des femmes. Et pourquoi par des femmes? Parce que à cette époque-ci, quand le vitrail a été fait, dans les années 1900, tous les hommes étaient partis à la pêche à Terre-Neuve. Des hommes en mer de mars à novembre partis pêcher la morue. Quelques-uns de ces visages sont restés gravés dans le verre. Sur ce vitrail, les têtes que vous voyez, ce sont des têtes, on voit bien que ce sont des têtes 1900 parce que ce sont des photos des gens qui étaient réellement sur les bateaux. Sur la Rance, aux côtés des bateaux de plaisance, les Doris sont toujours là et rappellent que Saint-Sulliac est un village de marins. C'était le bateau typique donc, de toute la côte, là où il y avait des Terre-Neuvas, puisque les Terre-Neuvas récupéraient les Doris qui faisaient 2 campagnes à Terre-Neuve et qui ensuite étaient revendus. Les Sulliacais aiment raconter leur village aux visiteurs, avec ses ruettes typiques et ses maisons de pierre, dont certaines remontent au XVIIe. Elle aurait été construite par les époux d'Armaillé et elle porte un nom, on l'appelle depuis la nuit des temps la Grande Ruchée. Pourquoi la Grande Ruchée? Parce que c'était une maison de tisserand et à longueur de jour, les métiers à tisser fonctionnaient et créaient un bruit de ruche. Saint-Sulliac, décor de cinéma. Ses rues, ses maisons accueillent volontiers les tournages. Et depuis 1999, la commune fait partie des plus beaux villages de France. Les vieilles maisons, les revettes, les maisons de tisserands, les maisons de pêcheurs, et tout ça forme un ensemble absolument magnifique et surtout vivant. À l'école de Saint-Sulliac, il y a une centaine d'élèves et ça c'est très très important pour nous, pour la vie du village. On ne veut surtout pas être un village musée, on veut être un village vivant. Visiter Saint-Sulliac, c'est aussi monter au belvédère de Grain-Follet. Autre lieu de mémoire des Terre-Neuvas, avec son oratoire construit en 1893, année où tous les hommes étaient rentrés à bon port. La vue est superbe, aussi bien vers le nord, vers Saint-Malo, que dans la direction de Dinan, aussi bien que sur la rive d'en face, vers le Minic. Un peu plus loin, sur la Rance, en direction de Saint-Malo, le moulin de Baucher a longtemps tourné au rythme des marées. Comme Saint-Sulliac, toujours entre terre et mer. Voilà pour cette jolie escapade. Allons jeter un dernier coup d'œil du côté de Saint-Médard-sur-Île. Salut Evan, est-ce que tu connais tous les secrets de fabrication maintenant? Je commence à apprendre un petit peu, mais j'avoue qu'il faut quand même du temps pour apprendre le métier de sellier. Vous vous souvenez de ce mini-mort dont je vous ai parlé tout à l'heure? Caroline, tu vas nous dire à quoi ça sert? Au départ, j'ai trouvé un mini-mort ici qui était un objet purement décoratif. Il est fait normalement pour aller sur une ceinture ou sur un sac à main. Mais moi, dans la vraie vie, ce qu'on me demande, c'est de faire un bridon, c'est-à-dire tout le harnais en cuir qui va autour. Donc si on me donne un mini-mort, je fais un mini-bridon. Et donc, techniquement, ceci ne sert à rien. Purement décoratif. Voilà, juste à faire joli. Bon, bref, ceci étant dit, par contre, une ceinture, ça sert à quelque chose et on est en pleine réalisation. Tu vas nous montrer les différentes étapes. Je l'ai pris dans le mauvais sens. Voilà, là, c'est mieux. De réalisation d'une ceinture. Je vous rappelle qu'on peut passer 4 heures avec toi pour réaliser sa propre ceinture. C'est ça. Donc, on part d'une bande de cuir, donc qui est le cuir brut qu'on va avoir coupé dans la peau.
Ensuite, on va venir faire un chanfrein sur les bords. Ça va éviter que le cuir soit, on va dire, légèrement coupant sur la tranche. Ensuite, on va faire un petit liseré décoratif. Donc ça fait juste une petite ligne sur le bord. Et ensuite, on va lisser tout ça. Ensuite, on va poncer les tranches du cuir et on va astiquer. Alors, il y a un produit, de la gomme arabique et puis de l'huile de coude jusqu'à le rendre bien lisse, bien brillant. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir coudre la boucle de la ceinture. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et on voit la ceinture, on n'a pas trop le temps de voir toute la couture malheureusement, mais on voit surtout notre produit fini. C'est cette belle ceinture que l'on peut faire soi-même grâce à tes conseils. C'est ça. Merci Caroline de nous avoir fait partager un peu de ton univers. Eh bien, merci à vous. Merci. On va aller voir maintenant. Oups, pas trop près. J'ai un bouton. Non, je rigole. Grégoire, n'importe quoi. Moi. Grégoire, je le rappelle, tu es cofondateur de Weekendoo. Vous proposez de vivre des expériences comme celles qu'on a vécues rapidement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir un peu le prix que coûte un atelier, par exemple, avec Caroline? Oui, donc cet atelier coûte 99 €. Donc pour ces 99 €, vous avez les 4 heures avec Caroline, la formation au travail du cuir et la ceinture avec laquelle vous repartez à la fin. La gamme de prix de nos ateliers s'étend à peu près de 30 € à 300 € par personne, selon la durée de l'atelier et les matériaux qui sont travaillés. C'est une super idée de cadeau de Noël en plus. Ah, c'est une super idée de cadeau de Noël. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour les enfants, pour les adultes, un petit peu partout en France. Et il y a même une gamme pour entreprises aussi, dont on a un petit peu parlé. Pour faire du team building. Pour faire du team building, faire des cadeaux aussi aux salariés en cette période de Noël. C'est des cadeaux qui feront travailler les artisans sur 2021. Donc c'est un très chouette cadeau à faire. Comment est-ce que vous faites pour trouver des artisans justement autour de toutes ces villes où vous travaillez? Alors les artisans, on les cherche un petit peu partout, sur Internet, sur des salons. Ils nous sont recommandés par d'autres artisans, mais surtout on les rencontre dans leurs ateliers, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on rencontre tous les artisans, on teste tous les formats avant de les proposer au public. Bon, si vous êtes artisan et que vous souhaitez contacter Weekendoo, j'imagine qu'on peut le faire sur votre site. Oui, il y a un formulaire qui est dédié à ça et notre équipe vous répond très très vite. Et puis n'hésitez pas, hein, c'est un super cadeau de Noël. En plus, c'est solidaire. Ça fait travailler les gens autour de chez nous. Merci beaucoup, Grégoire. Et Anne Santé, toi qui cherchais un cadeau à me faire pour Noël, et ben voilà, tu l'as trouvé. Un atelier. Mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Nouvelle, ça, non? Ah bah c'est tous les jours ton anniversaire avec toi. Je sais plus qui croire, de quoi. Bah, tu auras. Un bisou, masqué, voilà. Merci beaucoup, Evan. Merci à toutes nos invités d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne.